Brookwood Park, le 31 août 1985. Comme nous l'avons déjà dit, nous sommes très sérieux, c'est du moins le cas de l'orateur. Il fait cela depuis 70 ans et plus. Et ce n'est pas en assistant à quelques conférences ou en lisant quelques textes que nous allons résoudre nos problèmes. Ce n'est pas cela qui va nous aider. L'orateur n'essaye pas de vous aider. Je vous en prie, soyez-en convaincus, soyez sûrs que l'orateur n'est pas une autorité et que par conséquent, ce n'est pas quelqu'un vers qui vous tournez pour avoir de l'aide. D'autres peuvent vous aider. Et si vous voulez être aidé, si je puis vous le faire remarquer très respectueusement, vous laissez alors à d'autres le soin de résoudre vos problèmes, ce qu'ils feront selon leurs désirs, leurs intérêts personnels, leur pouvoir, leur statut et tout ce genre de choses. Donc, nous sommes des profanes tout à fait ordinaires qui parlons ensemble. Nous allons enquêter ensemble, affronter les faits, pas les idées sur les faits, mais les faits eux-mêmes. Pas les idéologies qui n'ont aucun sens. Pas les théories ou les spéculations pour savoir qui est illuminé et qui ne l'est pas. Qui est quoi? Plus près de Dieu que vous, mais nous allons examiner ensemble cette question de la liberté. Quelle est la relation de la liberté et du temps, ainsi que celle du temps avec la pensée et l'action? Car nous vivons de l'action. Tout ce que nous faisons est action. Pas seulement une action appartenant au monde des affaires, à celui des sciences ou au monde de la spéculation que l'on appelle philosophie. Mais nous allons plutôt regarder les choses telles qu'elles sont. Il y a énormément d'anarchie, de chaos et de désordre dans le monde. Qui a causé tout cela? C'est notre première question. Qui est responsable de tout ce désordre que nous avons dans le monde, que ce soit économiquement, socialement, politiquement, etc. Ce qui nous conduit à la guerre. Les guerres continuent, elles sont terribles maintenant. Est-ce que chacun de nous réalise, pas intellectuellement mais réellement, dans notre vie quotidienne, l'état de la maison dans laquelle nous vivons? Pas seulement la maison que l'homme a construite à l'extérieur, mais aussi la maison intérieure. Est-ce que vous réalisez comme cet état est désordonné, contradictoire, et le peu de liberté que nous avons? Ce mot liberté implique aussi l'amour, pas seulement la liberté de faire ce qui nous plaît, quand et où cela nous plaît. Mais nous tous vivons sur cette terre et chacun recherche sa propre liberté, son expression personnelle, sa propre satisfaction et son propre chemin vers l'illumination, quel qu'il soit. Sa propre forme de religion, de superstition, de croyance, de foi et tout ce que cela implique. L'autorité hiérarchique, politique, religieuse, et ainsi de suite. Nous avons donc très peu de liberté. Et ce mot est utilisé si facilement par tous les psychopathes et tous les êtres humains qu'ils vivent en Russie où la tyrannie est épouvantable, ou dans le monde soi-disant démocratique. Tout être humain a besoin de liberté intérieure, consciemment ou inconsciemment, comme chaque arbre dans le monde a besoin de liberté pour grandir, pour percevoir la nature de la dignité et de l'amour. Quel est le rapport entre la liberté et l'égoïsme? Je vous en prie, nous parlons ensemble, si je puis vous le faire remarquer. Vous n'écoutez pas l'orateur, vous n'écoutez pas l'homme qui est sur l'estrade, il n'a aucune importance. Et l'orateur le pense vraiment. Il pense que lui, l'orateur, n'est pas important. Mais peut-être pouvez-vous être attentif à ce qu'il dit, comme deux amis parlant ensemble très sérieusement. Nous demandons, quel est le rapport entre la liberté et l'égoïsme? Où placez-vous la limite entre la liberté et l'égoïsme? Et qu'est-ce que l'égoïsme? Quel est son rapport avec la pensée et le temps? Je vous en prie, la liberté implique toutes ces questions. N'oubliez pas que la liberté n'est pas la satisfaction de notre propre ambition, avidité, envie, etc. Quel est le rapport entre l'égoïsme et la liberté? Vous savez ce qu'est l'égoïsme. Dans votre vie, il peut se cacher sous chaque pierre. D'accord? Est-ce que nous parlons ensemble? Êtes-vous bien sûr que nous parlions ensemble, non pas à quelqu'un situé plus haut, mais tous ensemble, assis au même niveau? Qu'est-ce que l'égoïsme? Peut-on consciemment, délibérément examiner cette question? Examiner à quel point il est profond ou superficiel, quand il est nécessaire et quand il est complètement, totalement hors de propos. Comprenez-vous ma question? Nous la posons ensemble. L'égoïsme a créé beaucoup de confusion dans le monde, beaucoup de désordre, de confusion et de conflits.
que cet égoïsme s'identifie à un pays, à une communauté, à la famille ou à un dieu, à des croyances, une foi, etc., c'est toujours de l'égoïsme. Rechercher l'illumination, mon Dieu, comme si on pouvait la rechercher. Même dans cette recherche, il y a de l'égoïsme. Il y en a aussi quand vous construisez une maison, quand vous prenez une assurance et contractez un emprunt. L'égoïsme est encouragé par le commerce et aussi par toutes les religions. Elles parlent de libération, mais l'égoïsme prime. Et nous devons vivre dans ce monde, nous devons y fonctionner, gagner de l'argent, avoir des enfants, être mariés ou non. Et nous qui vivons dans ce monde du XXe siècle, quelle est la profondeur ou la superficialité de notre égoïsme? Il est important d'examiner cette question. L'égoïsme divise les gens, d'accord? Nous et eux, vous et moi. Mon intérêt s'oppose au vôtre. Les intérêts de ma famille s'opposent à ceux de la vôtre. Votre pays, mon pays, où j'ai énormément investi sur le plan émotionnel et matériel, pour lequel je suis prêt à me battre et à tuer, ce qui mène à la guerre. Et nous nous intéressons aux idées, à la foi, aux croyances, aux dogmes, aux rituels, etc., à tout ce mouvement. À la base de tout cela, il y a énormément d'égoïsme. Mais peut-on vivre dans ce monde quotidiennement, clairement, avec l'égoïsme là où il est nécessaire? S'il vous plaît, j'utilise ce mot avec beaucoup de prudence. Là où il est matériellement nécessaire, mais en l'abandonnant totalement, psychologiquement et intérieurement. Est-ce possible? Vous comprenez? Sommes-nous ensemble? Est-ce possible pour chacun d'entre nous qui vivons dans cette société très très complexe, compétitive, divisée par les accords et les désaccords, une foi s'opposant à une autre, avec toute cette division énorme qui se perpétue, pas seulement individuellement, mais aussi collectivement, et tout en vivant dans ce monde, est-il possible de tracer une ligne entre l'égoïsme et l'absence totale d'égoïsme dans le domaine psychologique? Pouvons-nous le faire? Vous pouvez en parler sans fin, comme nous aimons aller écouter des conférences, mais ici nous devons observer ensemble. Nous devons non seulement écouter l'autre verbalement, mais aussi très profondément, intérieurement, découvrir en profondeur, dans le détail, pas seulement notre propre égoïsme, mais plus généralement, globalement, où se trouve l'égoïsme. Et intérieurement, psychologiquement, pouvons-nous vivre sans la moindre trace d'égoïsme, du moi qui est l'essence même de l'égoïsme? Ce n'est pas à un autre de dire ce qui est de l'égoïsme et ce qui n'en est pas, ce serait terrible. Mais on peut découvrir pour soi-même, très prudemment, en enquêtant pas à pas, avec hésitation, sans jamais s'arrêter à une conclusion. Car personne ne vous aidera. Je pense que nous devons être absolument convaincus que personne ne nous aidera. Certains peuvent le prétendre, vous pouvez le prétendre, mais en réalité, après 2,5 millions d'années, à moins que ce ne soit 40 millions d'années, nous cherchons toujours de l'aide, et nous sommes bloqués. Nous arrivons à l'extrémité de notre longe. Dans cette exploration de l'égoïsme, nous devons aussi nous poser cette question. Qu'est-ce que la liberté? La liberté implique l'amour. Elle n'est pas synonyme d'irresponsabilité. Elle ne veut pas dire faire ce qui nous plaît, ce qui provoque tant de désordre dans le monde. Et aussi cette question. Quel est le lien entre l'égoïsme et la pensée? Nous avons exploré cette question du temps l'autre jour, et aussi celle de la pensée. Allons-nous examiner brièvement cette question du temps et de la pensée? Est-ce nécessaire? Il n'est pas bon de répéter sans cesse, cela devient très monotone, du moins pour l'orateur. Il doit modifier les mots, le phrasé et les silences entre les phrases. Mais si vous ne faites qu'écouter les mots, les mots sans agir, alors il ne vous restera que des cendres.